Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 58e épisode de l'Aubry qui court. On est à l'an 1 de notre vie confinée. On espère tous que cette année va vite être oubliée et qu'elle ne comptera pas dans notre décompte d'années. Et clairement, ça continue à pas sentir très bon pour retrouver nos libertés. Et pourtant, on va continuer à se battre pour des alternatives au confinement et essayer de tracer un avenir, un horizon, une lumière au bout du tunnel. Cette semaine, dans l'épisode, je vais vous parler de la dernière nouvelle bonne idée du gouvernement qui est de faire un nouveau cadeau fiscal aux plus riches, comme s'il n'en avait pas fait suffisamment. Ensuite, dans notre coin des lobbies, on va accueillir nos Big Pharma, les laboratoires pharmaceutiques, comment ils influencent les États européens et la Commission européenne pour qu'ils ne lèvent pas les brevets. Et enfin, on va parler climat avec la mobilisation autour de la loi Convention citoyenne sur le climat et comment Emmanuel Macron, de champion du climat, il est devenu un beau cancre. Allez, c'est parti, générique. L'économie est en berne, le nombre de pauvres a explosé, le chômage augmente, bref, l'économie va pas bien. Et de l'autre côté, l'épargne, notamment des Français les plus riches, a augmenté de plus de 50 milliards d'euros en 2020. Et c'est là que le gouvernement essaie de trouver des réponses économiques à la crise et qui se sont dit: Eureka, super bonne idée, on va faciliter les donations des ménages les plus fortunés à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et c'est là, je vais vous décrypter à quel point c'est tout sauf une bonne idée. D'abord, ils partent du principe que tout le monde a épargné de la même manière. J'imagine, vous qui nous regardez, je suis pas sûre que vous ayez des millions sur votre compte en banque, et en pratique, quand on regarde de plus près, les 25% les plus pauvres ont épargné 100 fois moins que les 5% les plus riches. Donc clairement, tout le monde n'a pas la même épargne. Donc tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour faire des dons à leurs enfants. D'ailleurs, il y a plus de 3/4 des familles ou des ménages qui n'ont jamais reçu de dons. Et puis, deuxième élément à prendre en compte sur cette mesure, c'est que les dons en France sont largement défiscalisés à hauteur de plus de 130 000 euros. En gros, si vos parents, par exemple, vous font un don jusqu'à 130 000 euros, ils ne paieront aucun impôt dessus. En revanche, s'ils font un don plus important, de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, là, ils paieront des impôts dessus. L'objectif du gouvernement est de baisser ce niveau d'impôt, donc pour les plus riches, parce que qui aujourd'hui a les moyens de faire des dons? C'est pas un smicard, c'est pas quelqu'un qui touche le minimum retraite, non, c'est ceux qui ont accumulé, c'est ceux qui sont les plus riches. Et le comble de tout ça, c'est que le gouvernement présente cette réforme comme une mesure de justice sociale et pour répondre à la détresse des plus jeunes. Il se dit, il y a des jeunes qui font la queue devant les banques alimentaires, des jeunes qui sont précaires. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faciliter les dons des familles les plus riches. Mais à quel moment ils ont réfléchi? À quel moment ils se sont dit, ces jeunes qui galèrent étaient des jeunes de familles aisées en fait. En réalité, ça va absolument rien changer, si ce n'est transférer les inégalités qui existent parmi les plus âgés aux plus jeunes et augmenter encore plus les inégalités parmi les plus pauvres. C'est vraiment, une nouvelle fois, l'application de la théorie du ruissellement qui veut que, en baissant l'impôt des plus riches, en faisant un nouveau cadeau fiscal aux plus riches, alors on va régler tous nos soucis économiques. Alors que la vérité, c'est que si on veut financer un RSA pour les jeunes, si on veut permettre à tous les jeunes, pas seulement aux gosses de riches, d'accéder à des revenus, notamment en cette période économique difficile, alors il faut taxer ceux qui ont le plus. Prenons les milliardaires qui ont augmenté de 175 milliards d'euros leur richesse pendant l'année 2020. Prenons les entreprises, certaines qui se sont enrichies pendant la crise. Je pense à Amazon qui a triplé ses bénéfices. Je pense à certains supermarchés qui ont largement augmenté leurs bénéfices, plutôt que de nouveau faire un cadeau fiscal aux plus riches en se disant bon, avec un petit peu de chance, tout ça va ruisseler. La vérité, c'est qu'on a vu le résultat pour l'ISF. Quand ils ont supprimé l'ISF, tout ça, ça a été juste un cadeau pour les plus riches. Et là, avec ce nouveau cadeau sur l'héritage, ça va juste être un effet d'aubaine pour les plus aisés qui vont en profiter pour transmettre davantage de patrimoine encore et davantage de richesses à leurs enfants et aggraver encore plus une forme de société d'ancien régime où on se transfère les richesses d'une génération à l'autre et les inégalités
d'une génération à l'autre. S'il y a une leçon à retenir de cette histoire, c'est qu'au moins le gouvernement est cohérent dans sa politique en faveur des plus riches, même en temps de crise. Dans notre coin des lobbies cette semaine, on va y trouver nos big pharma préférés, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca. C'est parti, générique. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous parle de notre combat contre les grands laboratoires pharmaceutiques et qu'on vous explique et décortique comment la Commission européenne s'est littéralement couchée devant ces grands laboratoires pharmaceutiques qui font la loi aujourd'hui sur la scène européenne, qui décident ou non si leurs contrats doivent être publics, qui décident ou non de respecter leur calendrier de livraison, qui décident ou non de lever les brevets, en l'espèce qui refusent de lever les brevets sur les vaccins. Bref, c'est comme si la puissance publique était aux abonnés absents. Et maintenant, on commence à en savoir un petit peu plus sur les coulisses de cette impuissance, les coulisses de ce renoncement de la Commission européenne. Et en réalité, ça vient du poids et de l'activité des lobbies représentant les grands laboratoires pharmaceutiques sur la scène européenne qui ont été très actifs ces derniers mois et en particulier en 2020 et qui explique cette capitulation de la Commission européenne. En pratique, en 2020, la Commission européenne elle a enregistré 4 fois plus de rendez-vous avec la Fédération européenne des industries pharmaceutiques qu'en 2019. Et dans le même temps, ce qui est assez frappant, c'est que les rendez-vous de la Commission avec les associations, les syndicats, etc. ont chuté de 26%. Donc on voit qu'en temps de crise, la Commission européenne préfère rencontrer les lobbies, préfèrent rencontrer les patrons plutôt que ceux qui sont directement concernés par l'impact de la crise, les citoyens, les associations, les syndicats. Et toute cette histoire, elle est importante parce que on comprend mieux pourquoi il y a une telle réticence de la part de la Commission européenne de spécifiquement lever les brevets sur les vaccins. Vous savez, ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la recette de production de ces vaccins, elle soit rendue publique pour qu'ils puissent être produits en plus grande quantité par d'autres laboratoires et puis accessoirement que ces grands labos évitent de se faire un maximum de bénéfices sur la santé. Et on sait que la Commission européenne a, depuis le début, bloqué systématiquement la levée des brevets, en particulier dans le cadre de discussions qu'il y a eu la semaine dernière à l'Organisation mondiale du commerce, où on a globalement une centaine d'États soutenus par des ONG, par le secteur scientifique qui demandent la levée des brevets, et puis toujours les mêmes, la Commission européenne et les États européens qui s'y opposent. Et en pratique, ça a été extrêmement dur de connaître spécifiquement la position de la Commission européenne et des États européens parce qu'il y a un voile, un mur même, d'opacité quasiment totale sur les positions défendues par les États européens. Ce qui veut dire que les États prennent des positions dans ces négociations sans qu'il y ait un débat démocratique qui s'engage, alors qu'il y a, je crois, il y a eu un sondage, plus de 3/4 des Français qui sont favorables à la levée des brevets, mais non, tout se passe derrière des murs complètement opaques à Bruxelles, comme souvent, et pourtant il y a l'ONG CEO, alors dont je vous parle assez souvent, qui est une ONG anti-corruption et qui traque les lobbies, qui a essayé de retrouver où est-ce que cette décision a été prise, qui a retracé, qui a épluché les agendas des différents comités d'experts, qui a fini par retrouver quand les représentants des États ont pris cette décision, alors qu'il y a aucun compte-rendu, à aucun moment de ces discussions qui n'est rendu public. Et il y a des documents qui ont fini par fuiter dans les négociations du Conseil européen, donc les représentants des États. Et on a pu retracer que la France, l'Italie, l'Allemagne se sont ouvertement opposés à la levée des brevets, dans le même temps où vous avez un Emmanuel Macron qui tient des beaux discours sur le vaccin bien public de l'humanité. Et donc on voit à quel point ils sont hypocrites et on voit à quel point ils placent les profits des laboratoires pharmaceutiques devant la santé des gens. Et maintenant on comprend mieux pourquoi. C'est parce qu'en coulisses, les lobbies se sont agités pour défendre les intérêts et défendre les profits des laboratoires pharmaceutiques. La leçon de cette histoire, c'est que dans le même temps où ils défendent à tout prix les intérêts des laboratoires pharmaceutiques, dans le même temps où ils essaient de nous imposer un nouveau pass sanitaire dont l'objectif est de vérifier si vous êtes vacciné pour voyager d'un pays à l'autre. C'est une annonce qui a été faite cette semaine par la Commission européenne. Donc pour imposer des nouvelles restrictions de liberté et un nouveau contrôle de notre vie, ils en sont tout à fait capables et ils n'ont aucune hésitation. Par contre, quand il s'agit
de mettre et d'imposer des règles aux Big Pharma, là ils se couchent littéralement devant eux. Et tout ça, c'est parce que se cachent derrière des lobbies ultra puissants qui, ma foi, avaient toute leur place dans notre coin des lobbies cette semaine. On rentre dans une grosse séquence climat qui démarre par la mobilisation des jeunes qui a eu lieu cette semaine, où ça fait plaisir de trouver les jeunes mobilisés un vendredi pour le climat, et puis la grosse mobilisation en ligne de mire le dimanche 28, à laquelle je vous appelle toutes et tous à participer. Dimanche prochain, il y aura des rassemblements partout en France. L'objectif est de sauver les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, parce que force est de constater qu'il n'en reste pas grand-chose dans la proposition de loi qui est discutée en ce moment même à l'Assemblée nationale, où globalement on arrive un peu à une sorte de paroxysme du greenwashing du gouvernement qui essaie une dernière fois de mettre en scène le Macron champion de la Terre à grand renfort de communication. Mais en réalité, c'est une partie qui est jouée d'avance et qui est une sorte de poker menteur. Si on refait l'historique, vous l'avez sûrement en tête, on avait Macron qui a dit qu'il reprendrait toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, puis qu'il introduirait des jokers qui sont devenus de plus en plus nombreux, à tel point qu'il a renoncé à plus de 3/4 des propositions de la Convention citoyenne, et à tel point que aussi la Convention citoyenne pour le climat lui a quasiment attribué un 0 pointé, ce qui est un aveu cinglant en fait du manque d'ambition écologique du gouvernement, qui fait une sorte de toilettage ou de peinture en verre d'un immeuble qui à l'intérieur est extrêmement nocif pour l'environnement, parce que si on faisait la liste des renoncements, en réalité ils sont hyper nombreux. C'est le financement des énergies fossiles, notamment avec des cadeaux fiscaux. Bon, on a eu aussi le faux suspense sur l'interdiction du glyphosate, on sait comment il s'est terminé, le retour des néonicotinoïdes, les flots d'argent public qui ont été distribués à des entreprises sans contrepartie, et notamment aux secteurs les plus polluants. Il y a eu aussi la manipulation comptable du gouvernement qui a réduit son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour dire « regardez, c'est formidable, on l'atteint ». Bref, toute cette mascarade se termine par l'introduction de la protection du climat dans la Constitution, alors que ça y est déjà. On voit bien en réalité que le gouvernement fait beaucoup de bruit, agite et fait beaucoup d'air, mais en réalité ne s'attaque pas au cœur et au fond du problème sur les questions climatiques. D'ailleurs, une partie de ces questions-là se joue au niveau européen. Je pense aux accords de libre-échange qui sont votés à l'appel par le Parlement européen, évidemment, auquel nous on s'oppose. Je pense aux règles de concurrence qui imposent la mise en concurrence de certains services publics comme le rail ou comme les barrages. Je pense aussi aux règles d'austérité budgétaire qui empêchent d'investir massivement dans la transition écologique, alors que c'est clairement la voie à suivre, y compris en termes de relance économique, parce que ça peut créer de l'emploi, parce que c'est aussi de l'argent qui est bien investi et qui est durable et qui permet de transformer durablement notre économie, y compris en accompagnant les secteurs qui sont les plus polluants, y compris en accompagnant les emplois qui sont directement concernés. Bref, Macron refuse de s'attaquer au cœur du problème. Le capitalisme, même repas en verre, reste un capitalisme qui est destructeur de l'environnement, qui exploite la nature et les individus, et c'est bien de cette logique qu'il faut sortir. Et nous, c'est la voie qu'on propose en essayant de multiplier les propositions, tant au niveau français qu'au niveau européen, et on va essayer de faire écho au travail qui est fait par nos collègues à l'Assemblée nationale sur la loi, sur la Convention citoyenne sur le climat, mais aussi on essaie d'animer le débat public. Vous avez certainement vu la revue qui a été sortie sur la planification écologique qu'on a sortie la semaine dernière. On lance dès ce lundi une votation citoyenne sur l'eau pour rappeler à quel point l'eau doit être un bien commun et un bien public. On en parlait pour les vaccins, ça vaut aussi pour l'eau, et que c'est une ressource qui est indispensable et qui ne doit pas être privatisée. Et puis on essaie aussi d'engager un débat avec des experts, que ce soit le secteur associatif ou que ce soit des personnes issues du milieu académique, pour faire vivre ce débat et pour dire clairement que les propositions symboliques que fait Emmanuel Macron et le gouvernement dans le cadre de ce débat ne seront pas celles qui nous sortiront de la catastrophe écologique dont nous paierons tous le prix. Donc j'espère que vous aussi, vous serez nombreuses et nombreux, parce que la mobilisation climat, c'est la mobilisation
je pense, du 21e siècle, mais que cette bifurcation écologique doit impérativement être juste socialement, et c'est bien la direction que l'on essaiera de tracer dans les débats tant à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen. C'est la fin de ce 58e épisode de Le Bruit qui court. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous l'avez bien aimé, à le partager autour de vous, à nous faire des retours. Bref, emparez-vous-en, et puis si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, ça se passe en bas à droite de l'écran. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine, sûrement mon petit doigt me dit confiné au moment où on tourne cet épisode. On ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé, mais on se doute bien qu'on va repasser encore plus de temps chez nous, pile un an après le début de cette crise, comme quoi toutes les alternatives au confinement n'ont pas été étudiées. Et puis ça m'a fait penser à cette chanson que vous avez peut-être vu passer, qui a un peu fait le buzz il y a quelques semaines de cela, qui est une chanson de la tradition écossaise ou irlandaise, maintenant j'ai un doute en vous disant, qui est une chanson que les pêcheurs chantaient quand ils revenaient pendant de longs mois. J'ai un peu le sentiment qu'on a passé de longs mois enfermés à un endroit, donc voilà, eux aussi rêvent de sucre et de rhum, c'est la chanson. Nous on rêve de reprendre une vie normale, et j'espère que bientôt on va la reprendre. Allez, prenez soin de vous, à très vite. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take the whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the